Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'ordre de VL, vidéo hyper importante. Regardez-la, c'est hyper important. Ça va parler chapitre 1, l'envoi des boîtes, ça va parler chapitre 2 et des grosses décisions qui ont été prises par rapport au chapitre 2, qui ont été prises sur les scénarios, sur le contenu que vous allez avoir. Il y a plein de choses qui sont hyper importantes dans cette vidéo, donc écoutez-les, vous allez en apprendre plein. Beaucoup. Pourquoi plein? N'importe quoi. C'est parti, alors je fais ça en one shot comme d'habitude parce que j'ai pas envie de faire du découpage, donc ce sera à la bonne franquette. Comment ça se passe? On est parti pour parler donc en premier des épluchages qui sont terminés, les fameuses vidéos d'épluchage que vous avez sur YouTube. Vous n'avez pas vu les capacités niveau 7 parce qu'elles ont été pas mal réécrites depuis le moment où j'avais filmé les vidéos et que j'avais pas envie de vous les sortir en l'état. Pas forcément équilibré, avec quelques fautes et des machins. Déjà, il y a plusieurs vidéos, je me suis tâté à vous les sortir, mais bon, voilà, d'une manière générale, les capacités niveau 7, en plus il manquait la roublarde, il manquait le nouveau personnage, on va parler d'un nouveau personnage, c'est pas beau la vie, et le fameux forgeur, donc il manquait pas mal de choses, je me suis dit que ça attendrait. Donc les capacités niveau 7, si vous les voulez, on va partir là-dessus, si vous voulez une vidéo de capacité niveau 7, faites-moi un commentaire, un like, un machin, peu importe, quelque chose qui me montre que vous êtes intéressé pour voir les capacités de niveau 7, auquel cas je vous ferai des vidéos comme ça où je vous parlerai des capacités niveau 7, mais à l'heure du 8 février 2021 et non à l'heure du fin 2020. Le chapitre 2, on va en parler, restez là, c'est hyper important. On va parler des scénarios, de la manière dont ils sont construits. Je vais mettre ça de côté, ça m'évitera de faire des conneries. On va parler de la manière dont ils sont construits ces scénarios, donc je vais passer comme ça. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui était prévu, pourquoi ça ne s'est pas fait. En gros, entre ce que je vous avais dit sur les vieilles FAQ, sur ce que j'aimerais faire et sur la réalité des choses maintenant, vous allez voir qu'il y a eu pas mal de changements. Alors, avant de partir en pugilat, on se fout quand même pas de vous, mais du tout. Mais par contre, moi personnellement, j'ai été obligé de revoir un peu à la baisse tout ce que j'avais prévu de vous faire parce que clairement, c'est juste trop, beaucoup trop. Il était prévu, vous devez le voir du coup, ouais, je vérifie que vous voyez bien, ouais, il était prévu de vous faire 7 scénarios, 3 annexes, des quêtes annexes, donc pas forcément obligatoires, je vous encourage à les faire, ça fait du gameplay en plus, mais voilà, pas obligatoire, et 4 principaux. Sur ces 4 principaux, j'avais prévu qu'il y ait en gros une timeline, c'est-à-dire qu'en gros, en fonction de quand est-ce que vous arrivez sur un scénario, vous vivez pas la même chose. Il était prévu, donc vous avez 4 scénarios, donc il y a 4 versions de chacun des scénarios, de 4 scénarios principaux. 4 x 4, 16 scénarios à écrire en gros, avec des versions qui changent, c'est-à-dire que plus tard vous arrivez dans un endroit, plus il est corrompu. Ça va pas être possible. Et ça va pas être possible pourquoi? Parce que je vais vous le montrer en live. Nous sommes actuellement à 75 pages, donc ça c'est le PDF exporté via l'encyclopédie. 75 pages de texte pur. Et il me reste encore 3 scénarios à écrire. Un annexe et 2 principaux. Je veux dire que quand j'aurai fini, on sera à peu près à 110 pages et plus de 310 embranchements. Ça, c'est des embranchements, c'est-à-dire des choix que vous pouvez faire. 110 pages de manuel d'histoire, sans compter les maps, quand on va rajouter les maps de combat, avec où sont les monstres, qu'est-ce que vous affrontez, où et comment. On va vite se retrouver avec quelque chose comme 150 pages de manuel, donc ça va être un truc en carré collé, mais 150 pages format A4, on se fout quand même pas de votre gueule. Et si je m'amuse à faire les scénarios x4, je vais vous écrire un truc de 320 pages. Donc ça va pas être possible, parce que j'ai pas prévu de vous écrire un roman et je suis déjà en train de le faire. Donc on est bien parti pour faire un truc complètement énorme, mais je vais quand même me calmer parce qu'à un moment il faut être réaliste. Donc il va se passer ce truc là. Je vais spoiler un petit peu le chapitre 2, le tout début, vraiment les 2 premières pages que vous allez lire, et je vais vous les paraphraser en carrément moins bien que ce que c'est écrit parce que je ne suis pas forcément hyper éloquent. Alors voilà ce qui se passe. Alors je vais faire ça. Comme ça, voilà, ceux qui veulent pas être spoilés, quand je refais ça sur la vidéo, vous pouvez avancer sur YouTube, c'est que j'ai terminé de raconter l'histoire. Vous êtes donc à la toute fin du chapitre 1, le scénario démarre au moment où vous abattez le roi. C'est à cet instant précis, le premier paragraphe, c'est ça. Il y en a un d'entre vous qui achève le roi. Vous verrez qui, ceux qui lisent l'encyclopédie, tout ça, comprendront ce qui se passe, les objets, les personnages, les machins, tout ça, vous allez le comprendre. Mais vous affrontez, vous tuez le roi.
Une fois que le roi est mort, vous êtes récupéré par l'ordre qui vous emmène au campement, la fameuse zone de repos, qui, après 2 semaines à vous faire guérir, soigner et qu'on s'occupe de vous, vous êtes clairement plus dans un campement de bouseux, c'est un camp militaire avec des magiciens, des paladins, des gens qui savent faire à construire un vrai truc fortifié, une place fortifiée, proche de la corruption, et surtout vous avez l'impression qu'il y a vraiment un mouvement de troupes qui se prépare. Là, il y a un gars qui vient vous voir et qui vous dit, écoutez, héros, merci déjà, on n'est pas des bêtes, et qui vous dit, est-ce que vous voulez continuer à nous aider? Il y a d'autres menaces, il y a visiblement des choses inquiétantes qui se passent en Edenel. Alors Edenel, c'est la région, hein. Est-ce que vous voulez nous aider? Alors vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Pour ceux que ça amusera, si vous dites non, la partie se termine, vous pouvez ranger la boîte du chapitre 2, et merci, au revoir, bonne journée. Pour ceux qui disent oui, qui sont prêts à affronter d'autres monstres, d'autres menaces, vous êtes convoqués donc dans ce campement de l'ordre, on vous remercie une deuxième fois, on vous présente tout un tas de nouveaux héros, les nouveaux héros qui vont débarquer, dans lequel il y en a un de plus d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi après. Et là on vous dit, écoutez, il y a 4 endroits en Edenel, 4 endroits pour 4 saints martyrs, je vous montre la map tout de suite. Hop, la forêt de Sylve, le temple des 10, Orcal et la vallée de Sirtal. Donc c'est 4 coins, un au centre et puis les autres plutôt dans les extrémités, se font attaquer à peu près au même moment, et on vous dit, vous héros qui maîtrisez la corruption, ce qui se passe là-bas ressemble à de la corruption, en tout cas c'est ce que nous disent nos éclaireurs, est-ce que vous voulez y aller, venir nous aider? Vous dites oui, et vous y allez. Alors il était prévu du coup que vous les fassiez les uns après les autres, sauf que si on réfléchit un peu, c'est déjà d'un point de vue historique complètement con, puisque tu as plein de Pékin, tu vas pas dire allez on va régler ça, on va régler ça, on va régler mi, on va régler là, on se sépare les gars, et puis on attaque tout en même temps. D'autant que tout se fait attaquer en même temps, donc si vous mettez des mois à aller à un endroit et revenir, c'est trop tard, c'est fini. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en sortie du campement, après avoir accepté, vous allez vous séparer, scinder vos groupes. Je vais faire ça pour ceux qui n'ont pas voulu être spoilés. Qu'est-ce que ça implique ce truc-là? Il va y avoir 2 modes. Il va y avoir le mode histoire, et il va y avoir le mode, pardon, je vous fais un doigt, le mode histoire, et donc le mode, ça c'est mieux, c'est Spider-Man et tout, et le mode réaliste. Le mode histoire, ça va être quoi? Ça va être que au début du jeu, vous allez partir faire un scénario avec une équipe de héros. La théorie veut que vous ne pouvez pas réutiliser les héros que vous avez utilisés, et vous ne pouvez pas non plus récupérer les loots que eux ils ont récupérés, les équipements que eux ils ont, ils sont à eux, et ce qui est normal puisque vous êtes à l'autre bout du monde. Ça, ce serait le mode réaliste. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 4 équipes à faire. Alors vous n'allez pas les faire en même temps, bien entendu, ça va être l'une après l'autre. Et donc vous allez devoir ne pas pouvoir utiliser des héros que vous avez déjà utilisés sur des scénarios. Ce qui veut dire que ça va vous obliger, pour nous c'est intéressant, de vous obliger, alors c'est toujours pareil, c'est si vous choisissez le mode réaliste, à jouer des choses que vous ne jouez pas forcément. Ça peut être intéressant parce que vous avez 24 personnages, il serait dommage de passer à côté de certains combos, certaines synergies et certains gameplays qui pourraient vous plaire alors que c'est pas forcément votre truc à la base. Donc ça c'est si vous jouez en mode réaliste. Les loots, les équipements et les héros partis dans un scénario restent dans ce scénario. Puisque en fait théoriquement vous êtes à un embranchement à un moment et vous vous séparez, en fait les 4 partent en même temps, à un instant T, régler les 4 menaces en même temps. Donc en fait quand vous allez finir un scénario, vous allez revenir au point de démarrage. Ou alors vous jouez en mode histoire, les 2 seront prévus, et auquel cas vous pouvez vous échanger les loots, et vous pouvez réutiliser des personnages si vous voulez ne pas être limité. Sachant que normalement en termes de défenseurs, soigneurs, force de frappe, tout ça, vous avez largement de quoi faire. Donc voilà un petit peu l'idée, ce qui va se passer, ce qui veut dire que vous allez vivre les 4 scénarios, il n'y aura pas plusieurs versions de 4 scénarios. Alors il y a quand même la possibilité de, au sein d'un scénar, d'avoir des fins différentes, d'avoir des embranchements différents, des informations différentes. Ce qui se passe peut être bien sûr complètement différent aussi. Par contre, vous n'allez pas avoir ça x4, parce que ça serait beaucoup trop lourd, et que 150 pages ou pas loin, ça me paraît déjà pas mal. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer, voilà pourquoi ça se passe. Qu'est-ce que ça implique ce truc-là? Ça implique que si vous êtes 6 joueurs tout le temps, maximum, et que vous faites le mode réaliste, et que vous allez aux 4 scénarios, 6 x 4, 24, il vous faut 24 personnages pour pouvoir jouer. À l'heure actuelle, vous en avez 13 dans le chapitre 1, plus 10 dans le chapitre 2 qui était prévu. Donc on est obligé de vous en rajouter un pour que ça fasse 24. Ce personnage qui va être rajouté donc s'appelle le chasseur de l'or. Le chasseur de l'or, dont vous avez entendu parler ici. Si vous avez lu la description, c'est pour ça que je vous dis allez sur l'encyclopédie toujours. Si vous avez lu la description de notre Imprénidilus national, vous allez entendre parler d'un mec qui s'appelle Ulm,
qui est chasseur de l'ordre. Ce hume il était prévu pour le chapitre 3, mais voilà, les choses avançant comme elles le font, et ben on n'a pas tellement de choix, on va se retrouver à vous le mettre dans le chapitre 2. On en avait un autre qui est prévu, qui est d'avance aussi, qui s'appelait le messager des morts, mais lui il attendra un peu, parce que d'ailleurs c'est lui là. C'est donc Hume, chasseur de l'ordre, qui va débarquer dans le chapitre 2. On va faire un petit tour de ce qu'il fait rapidement, comme ça vous allez permettre un petit peu de voir un nouveau perso, ça fait toujours plaisir. Il a le sceau d'Ouroboros, qui fait quoi? On va éviter de lire le texte, je vais vous le faire en live. En gros, dès qu'un allié ou vous-même vous faites attaquer, vous pouvez utiliser cette capacité. Ça va infliger des dégâts à l'attaquant. Si l'attaquant est tué par cette capacité, vous ne subissez pas de dégâts. Voilà, donc en gros c'est un sceau de protection qui mandale et qui, si ça tue, vous subissez pas de dégâts. 5 auras protectrices, c'est un truc que vous payez X parce que ça va durer X tours et vous pouvez choisir vous-même ou des alliés jusqu'à 3 cibles. Chaque début du tour, le vôtre, ils vont tous récupérer un point de vie et ils ne peuvent pas perdre plus de 3 vites à un instant T. Voilà, on ne peut pas perdre plus de 3 vites en une attaque ou en un événement ou ce que vous voulez. Donc ça va être un force de frappe support avec un petit peu de soin. Et vous avez en plus de ça, sa compétence de niveau 7, je vous la mets tout de suite. Elle est vicieuse, mais je pense qu'elle est intéressante. Purger l'hérésie, le chasseur de l'ordre choisit un ennemi, donc ça coûte que 2 d'endurance, c'est pas tant que ça, vous choisissez un ennemi et en alternant, le chasseur et l'ennemi jouent 2 tours supplémentaires. Vous choisissez un monstre, un ennemi, un monstre, peu importe, et vous dites, toi et moi, on va se mettre sur la gueule, on va jouer des tours supplémentaires. Donc vous jouez un tour, il joue un tour, vous jouez un tour, il joue un tour, et ça se termine. Si l'un des deux venait à mourir, parce que il se met sur la tronche, à ce moment-là, purger l'hérésie prend fin instantanément. Donc voilà un petit peu sa capacité niveau 7 qui a pas mal d'utilité, mais qui ne coûte pas si cher que ça parce qu'elle est quand même à double tranchant et elle est à utiliser avec parcimonie, je pense, mais elle peut vraiment changer le cours d'une bataille. Notamment, je rejoue un tour juste derrière. Pierre de résurrection supérieure, purger l'hérésie, repierre de résurrection sur un autre mec, et puis voilà, il y a carrément moyen de faire des trucs de ouf. Moyen de réfléchir à tout un tas de choses hyper intéressantes. Voilà. Ça c'est pas mal. Le héros c'est fait. Alors qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je vous ai pas dit, alors les effets, les monstres, les capacités, les équipements, 95% de ce truc là est relu, relu, équilibré, tout est propre. Comme on a fini les scénarios et que je sais ce que je vais à vous raconter maintenant, au niveau histoire, on a pu aussi trancher, on a exactement 34 maps, donc champs de bataille sur lesquels vous allez pouvoir vous affronter, qui sont tous coupés entre 4 et 6 tuiles. 6 tuiles, je crois qu'il y en a que 2 ou 3 ou 4. Et imprimé recto verso. Donc en fait ça va vous faire quelque chose comme 68, 72 tuiles, peut-être un peu plus, en gros. 72 tuiles, format A4, qui forment les cartes sur lesquelles vous allez vous affronter. C'était prévu pour être des carrés, mais en fait on va être sur de l'hexa, parce que ça marche carrément mieux. On remercie Colline d'avoir pris le temps d'essayer l'hexa, ça marche très bien. Donc vous allez vous déplacer sur des trucs en hexagonal, simplement aussi parce que ça correspond à ce que vous avez déjà en termes de figurines. Donc voilà pour le chapitre 2, voilà tout ça c'est pas mal. Ensuite on a les figurines, alors vous connaissez tous la réponse des dieux, alors ça va pas faire le point dessus, donc je sais pas si vous arriverez bien à voir, on va mettre un peu comme ça. Vous avez de toute façon des images, je vais vous les sortir sur l'ordinateur pendant que vous me regardez tenir bêtement ces 2 figurines. Et vous avez donc le roi qui débarque maintenant, le roi qui est toujours fait, donc les monstres je rappelle sont faits par une fille très sympathique et on va pas se le cacher, assez talentueuse, qui s'appelle Lina Metou, et dont c'est le taf de prendre des dessins et de en faire des figurines. D'autant que c'est assez chiant parce que mine de rien, il y a des problématiques de rigidité, il y a des problématiques de construction puisque c'est imprimé. Donc du coup, elle s'en sort quand même relativement bien au vu de la complexité du truc. Alors je vais vous remettre mon écran. Hop, voilà. Celle-là, vous l'avez pas vu. Donc ça, c'est le roi. Je sais pas si c'est l'export final. Si, je pense qu'à pas grand-chose près, c'est l'export final. Non, c'est pas l'export final, parce que l'épée est trop grosse. Donc il y a eu un rapetissement de l'épée, parce que ça sortait beaucoup trop gros. Je pense pas que vous allez voir. Il va pas faire le point, il n'aime pas ça. Il détecte trop bien ma tête. Ah si, oh, faut qu'il arrête de détecter ma tête, en fait. Faut qu'il arrête de comprendre qu'il y a des yeux. Non, il veut pas.
Il a fait une seconde mais il veut pas. Donc il y a eu quelques changements là-dessus, parce que là l'épée est beaucoup trop grosse. Mais voilà, dans l'idée c'est ça. Donc elle va s'occuper des monstres, à commencer par tout ce qui avait été dit qui serait fait dans le chapitre, dans le Kickstarter. Donc elle va faire les 4 boss. Elle a fait la réponse des dieux. On a fait le roi parce qu'on adore le roi. Elle est en train de faire la grande envoûteuse et puis après il lui restera les 2 derniers boss. Donc ça on est pas mal, on est dans les temps. Au niveau des figurines, de l'autre côté, il y a aussi Twimples, David, hein, qui est très sympathique, on te fait des poutous si tu regardes ça, qui d'ailleurs lance son Kickstarter, lui, voilà, qui lance ce Kickstarter là dans pas longtemps, qui est un jeu français, avec des petites figurines, vous voyez, fait par lui. Je vous encourage à aller le voir, hein, si vous voulez acheter un petit truc français de deck building fait par un monsieur fort sympathique. Donc lui qui va s'acharner toujours à sculpter plutôt les héros. Donc là c'est pas du tout le même taf, hein. Elle le fait en numérique et on l'imprime avec les imprimantes résine qui sont derrière. Lui les forge. On a un bruit d'électricité, j'ai un truc qui va péter je pense dans les plafonds. Si je brûle en live, vous saurez pourquoi. Donc voilà, les figurines sont bien enchaînées, ça avance bien, c'est cool. On sera largement dans les temps je pense pour les figues. Ce qui veut dire que quand on recevra les boîtes du chapitre 2, on pourra vous envoyer vos contributions directes, puisqu'on aura tout live prêt à faire feu à l'instant T. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de ne pas devoir attendre autre chose. Et on arrive donc au gros morceau, le transport du chapitre 1, et ça terminera cette vidéo qui fait déjà 16 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais me remettre un peu comme ça. J'ai les allergies qui me piquent le nez. Ok, me voilà. Il se passe quoi avec ce chapitre 1? Il se passe que, donc je vous l'avais dit, je vous l'aurais dit, le Covid bloque ou empêche les transports maritimes. Et il y a un petit peu des problématiques qui se mettent un petit peu partout en branle, qui fait que le transport a complètement explosé au niveau des prix. J'ai regardé pour être sûr un peu. Le chapitre 1, notre premier transport, plus Divine Corruption, donc les autres petits jeux, on avait payé 2000 balles pour les faire partir de Chine et arriver chez nous. On a refait des devis dernièrement. On est à 7500 € pour refaire partir les boîtes du chapitre 1. Voilà, ça fait un bail qu'on attend que ça descende, mais ça ne descend pas. Ça a une tendance à monter, puis au pire ça stagne. Et on en a ras la casquette. Donc on s'est dit tant pis, on va payer les 7500 balles. Donc là j'ai redemandé, avant de filmer ça, un devis à notre transporteur qui va me réannoncer un prix, puisque ça change toutes les semaines, tout le machin. Et derrière on va booker un container et les boîtes vont partir. En tout cas on aura payé la facture, donc il n'y a plus qu'à ce que ça parte, puisqu'elles sont produites depuis très longtemps. Ça fait, je vous l'ai dit, il y a moult temps elles attendent chez le fournisseur. Ce qui veut dire que le transport va être mis en branle, et puis après c'est entre 30 jours et un mois et demi pour qu'elles arrivent. Ce qui veut dire que si on paye maintenant, on est mars, avril, fin avril. Voilà, vous avez vos boîtes du chapitre 1. Sachant que le chapitre 2, pour ceux qui me disaient, on va finir par les recevoir en même temps. Chapitre 2, c'est pas tout de suite. Le temps est qu'on finisse ça. La commande sera probablement faite juin, juillet, fin de production août, transport pour que ça arrive novembre, peut-être chez vous. Donc vous avez quand même 5-6 mois d'avance sur le reste. Donc ça arrive assez désespérément, mais ça arrive, ces boîtes du chapitre 1. Tant pis, on va payer, et puis il se passera ce qui se passera. Au bout d'un moment, il faut bien réussir à faire avancer un peu le schmilblick. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'avais dit que je leur ferais un signe. C'était ça le signe, je crois, de ceux qui devaient voir le chapitre 1. Alors si vous arrivez ici parce que je fais ça et que vous attendez les informations du chapitre 1, ça se passe 30 secondes avant. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez voir les capacités niveau 7, si vous voulez en apprendre plus sur les scénarios, si vous voulez n'importe quoi, n'hésitez pas à nous poser des questions, ça fait toujours plaisir d'en parler. Il y a aussi la notion des lives, j'avais fait un live, on a emmerdé au niveau des lives parce que Game on Tabletop ça plante, Tabletopia c'est pas stable, et j'aimerais bien faire des lives avec vous pour jouer à des trucs, mais j'aimerais bien trouver un support qui me permette de jouer efficacement à ce que j'ai besoin de jouer. Peut-être Roll20, s'il y en a qui connaissent bien Roll20, dites-moi si ça vaut le coup d'essayer de mettre en place un chapitre 2 sur Roll20. Je verrai.
En attendant, je vous fais des gros poutous, je vous dis merci de m'avoir écouté jusque-là, et on est aujourd'hui lundi, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine tout court, parce qu'elle vient de démarrer. Des poutous et des bisous à vous.